Los Angeles, Californie. Novembre 1967. Le Santa Monica Civic Auditorium baigne dans une lumière jaune et chaude, celle des projecteurs qui transforment chaque visage dans la salle en un masque de cire. L'odeur est un mélange particulier, tatami humide, parquet ciré, sueur séchée depuis des années dans les murs, l'odeur inimitable des grandes compétitions d'arts martiaux. Sur scène, la démonstration de judo bat son plein. Les cris de Kiai résonnent contre les murs. Les corps lourds s'écrasent sur le tatami avec des vibrations qu'on sent dans les mollets. Dans le public, à mi-hauteur des gradins, un homme de 27 ans est assis, les bras croisés, les yeux rivés sur la scène avec une intensité qui ferait presque peur. Il est mince, terriblement mince, pour quelqu'un qui dégage cette impression de puissance contenue. 63 kilos, 1,69 m, des mains fines, presque élégantes. Il s'appelle Bruce Lee. Il n'est pas encore une légende mondiale, pas encore. Mais dans les cercles des arts martiaux de Californie, son nom commence à circuler comme une flamme dans le vent. Certains l'ont vu à l'œuvre. Ceux-là ne parlent plus jamais de combat de la même façon. Ce soir, il est simplement venu regarder. Il ne sait pas encore que les 9 prochaines secondes de sa vie vont devenir une histoire que le monde répétera pendant des décennies. Laisse-moi te poser une question directe. Tu as déjà vécu ce moment précis où quelqu'un t'a regardé, vraiment regardé, et a décidé, sans te connaître, sans t'avoir jamais affronté, juste en voyant ta taille ou ton apparence, que tu n'étais pas une menace. Ce moment où tu lis dans ses yeux une certitude condescendante, presque bienveillante dans sa brutalité, celui-là, il ne compte pas. Si tu as déjà ressenti ça, cette histoire est pour toi. Parce que ce qui s'est passé en ces 9 secondes précises, 9 secondes, pas 10, pas 15, exactement 9, est l'une des démonstrations les plus parfaites de l'histoire des arts martiaux, de ce que signifie vraiment maîtriser un art. Pas frapper plus fort, pas être plus grand, pas être le plus intimidant dans la pièce. Comprendre. Si tu veux voir comment un homme de 63 kilos a neutralisé un colosse de 115 kilos sans lui porter un seul coup dévastateur, sans le blesser, sans même élever la voix, et pourquoi ce colosse s'est relevé changé pour toujours, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Abonne-toi maintenant, active la cloche, laisse ton like, et dis-moi dans les commentaires si toi aussi tu as déjà dû prouver ta valeur à quelqu'un qui t'avait sous-estimé. Pour comprendre cette nuit-là, il faut comprendre ce qu'était l'Amérique de 1967. Ce n'est pas une digression, c'est le cœur de l'histoire. Nous sommes 3 ans après le Civil Rights Act. Le pays est en ébullition. Les protestations contre la guerre du Vietnam déchirent les campus universitaires. À ce contexte déjà explosif s'ajoute une réalité que les livres d'histoire mentionnent rarement. Le racisme ordinaire, quotidien, institutionnalisé contre les Asiatiques en Californie. Un racisme qui ne crie pas toujours, il chuchote, il sourit, il dit non poliment mais fermement. Il te cède la place dans les files d'attente, mais pas dans les salles de sport, pas dans les académies d'arts martiaux, pas sur les plateaux de tournage. Les Chinois, dans l'imaginaire populaire américain de cette époque, c'est une image précise. Des hommes petits, travailleurs, dévoués, excellents cuisiniers et propriétaires de laveries. Pas des combattants, pas des guerriers. Le cinéma américain les représente depuis toujours comme des personnages secondaires, légèrement comiques, certainement pas menaçants. Bruce Lee le sait, il le vit tous les jours. Il a quitté Hong Kong à 18 ans avec une valise et une certitude absolue. Il s'est battu, littéralement et métaphoriquement, pour chaque espace qu'il a occupé. Il a ouvert ses premières écoles de Jeet Kune Do dans des appartements, dans des garages, dans des arrière-cours. Il a convaincu des étudiants de venir apprendre auprès d'un instructeur chinois à une époque où beaucoup d'arts martiaux traditionnels japonais et coréens refusaient d'enseigner aux non-asiatiques, et inversement, où certains studios refusaient d'enseigner les arts martiaux chinois aux caucasiens.
Ce soir, au Santa Monica Civic Auditorium, il est assis parmi un public majoritairement blanc, entouré de judokas, de karatékas, d'amateurs de sport de combat. Certains le connaissent, beaucoup ne le connaissent pas. Et parmi ceux qui ne le connaissent pas, il y en a un qui va bientôt le remarquer. Son nom est Grégor. Je lui donne ce prénom par respect pour sa vie privée. Les versions documentées de cette histoire le désignent différemment selon les témoins, et ce qui importe ici n'est pas son identité, mais ce qu'il représente. Grégor est judoka depuis 15 ans. Il a 32 ans, 1,85 m, 115 kilos. Il est ce qu'on appelle, dans la communauté des arts martiaux, un homme naturellement doué. Le genre de physique que la nature produit une fois par génération dans une salle de sport, des épaules comme des poutres maîtresses, un cou que même les boxeurs professionnels envieraient, des mains capables d'enrouler complètement autour d'un poignet adulte et de se rejoindre. Il est ceinture noire 3e dan, compétiteur régional, connu dans les cercles de judo californiens pour une qualité particulière. Son osotogari, le grand fauchage extérieur, est considéré comme dévastateur. Quand Grégor saisit un adversaire et engage ce mouvement, les spectateurs retiennent leur souffle. Les corps tombent avec une violence sourde qui fait frémir. Il est aussi, et c'est important de le dire avec précision et sans caricature, un homme de son époque. Pas un monstre, pas un raciste pathologique. Un homme ordinaire qui a absorbé, sans les questionner, les certitudes ordinaires de son milieu. Et sa certitude ce soir, en observant ce jeune Chinois assis dans les gradins, est simple, non formulée, presque instinctive. Ce garçon n'a rien à faire dans une salle de sport de combat. Il n'est pas en colère contre Bruce Lee. Il ne le méprise même pas vraiment. C'est pire que ça. Il ne le voit pas du tout. Jusqu'au moment où quelqu'un, dans son entourage, lui glisse à l'oreille un commentaire. « Tu vois ce Chinois là-haut ? On dit qu'il se prétend le meilleur combattant de la côte ouest. » Grégor tourne la tête, regarde, évalue en 2 secondes. 63 kilos peut-être, bras fins, posture décontractée, et sourit. Ce sourire particulier que reconnaissent tous ceux qui ont un jour été sous-estimés. La démonstration sur scène touche à sa fin. Les applaudissements s'égrènent dans la salle. Les athlètes saluent. L'atmosphère se détend. Les gens se lèvent, se déplacent. Les conversations reprennent. C'est dans ce moment de flottement, ni vraiment la compétition, ni vraiment l'après, que Grégor descend les gradins. Il est accompagné de 2 autres judokas, des hommes solides aux visages ouverts, curieux de voir comment cette histoire va se terminer. Ils avancent dans l'allée centrale avec cette démarche particulière des très grands gabarits, légèrement écartés, légèrement ralentis, comme si l'espace ordinaire était trop étroit pour eux. Bruce Lee les voit arriver de loin. Il baisse les yeux une fraction de seconde sur les mains de Grégor, ses avant-bras, sa façon de poser les pieds. Il enregistre tout cela en moins d'un battement de cils, avec cette faculté d'observation que ses étudiants décriront plus tard comme presque surnaturelle. Puis il relève les yeux et son expression ne change pas d'1 millimètre. Grégor s'arrête à 2 mètres de lui. Il laisse un moment de silence s'installer, ce silence précis, calculé, de celui qui est habituellement le plus imposant dans la pièce, et qui a appris à se servir de sa stature comme d'une première phrase. « On m'a dit que tu étais professeur d'arts martiaux. Ce n'est pas une question, c'est une mise à l'épreuve déguisée en question. » Bruce Lee lève les yeux vers lui avec une tranquillité absolue. « C'est exact. Quel style ? Jeet Kune Do. » Grégor répète le nom avec une légère inflexion, celle de l'homme qui entend un mot étranger pour la première fois, et ne veut pas lui accorder trop d'importance. Autour d'eux, plusieurs personnes se sont arrêtées. Les conversations voisines baissent d'un ton. Quelque chose se passe ici, et la salle le sent. Et tu penses que ça fonctionne contre un vrai combattant ? Voilà, la vraie question, posée avec le sourire de celui qui sait déjà la réponse, ou croit la savoir.
Bruce Lee prend le temps de regarder Gregor entièrement, de haut en bas, avec une absence totale d'intimidation. Puis il dit, très calmement, « Je pense que ça fonctionne contre n'importe quoi. » Un murmure dans les gradins proches. 2 ou 3 personnes se lèvent pour voir. Gregor tourne la tête vers ses compagnons, laisse passer un sourire, puis se retourne vers Bruce. Alors peut-être qu'on devrait le vérifier. Et c'est là que quelque chose de subtil se produit, quelque chose que les témoins présents ce soir-là évoqueront longtemps après. Bruce Lee ne répond pas immédiatement. Il reste assis 1 seconde de plus que nécessaire. Cette seconde a une texture particulière. Ce n'est pas de l'hésitation, ce n'est pas de la peur. C'est quelque chose que les maîtres d'arts martiaux japonais appellent ma, l'espace entre 2 actions, l'intervalle qui contient plus d'informations que les actions elles-mêmes. Puis il se lève, et là seulement, les gens autour réalisent quelque chose. Bruce Lee, debout, est petit. Pas petit comme une métaphore, petit de façon concrète, physique, frappante. La différence de gabarit entre lui et Gregor est saisissante. La tête de Bruce arrive à peu près au niveau du menton de l'autre. Leurs épaules ne jouent pas dans la même catégorie. C'est comme voir un escrimeur se lever face à un lanceur de marteau. Dans la foule, quelqu'un rit doucement. Un rire nerveux, pas méchant. Le rire instinctif de l'être humain face à une disparité physique absurde. Bruce Lee entend ce rire. Il ne réagit pas. Il regarde Gregor et dit simplement « D'accord, un seul exercice. Tu essaies de me toucher, n'importe où, une fois. » Gregor écarte légèrement les bras, le geste universel de « c'est tout ». Lee hoche la tête. « C'est tout ?» ?»« C'est tout. » L'espace autour d'eux se vide naturellement. Les gens repoussent les chaises, s'écartent. Un cercle se forme, comme cela se produit toujours quand 2 forces sont sur le point de s'évaluer. C'est instinctif, archaïque, inscrit dans nos gènes depuis les temps où les cercles se formaient autour des feux. Gregor ôte sa veste. En dessous, un torse qui confirme tout ce que sa silhouette promettait. Il est, pour être exact, comme ces judokas soviétiques que l'Europe commence à découvrir dans les compétitions internationales, une architecture humaine conçue pour la prise et la projection. Il fait face à Bruce Lee, et les 9 secondes commencent. Première seconde. Gregor évalue. C'est ce que font les judokas dans les premières fractions d'une confrontation. Ils lisent la posture adverse, cherchent le point d'entrée pour la saisie. Ils voient Bruce debout, les bras légèrement le long du corps, les genoux imperceptiblement fléchis. Une posture qui ne ressemble à rien de connu. Pas le karaté, pas la boxe. Quelque chose d'hybride, d'inclassable. 2e seconde. Gregor décide. L'avance directe. Une tentative de saisie aux épaules. La saisie classique du judoka, celle qui engage l'osotogari dévastateur dont il est si fier. Il ne pense pas à la différence de gabarit comme à un problème. Il y pense comme à un avantage. Une fois qu'il tient cet homme, la partie est terminée. Il avance. Ses bras s'écartent pour encercler. 3e seconde. Bruce n'est plus là. Pas reculé. Pas à gauche. Pas à droite exactement. Décalé. D'une fraction. D'un angle que les témoins auront du mal à décrire précisément. Comme si sa position dans l'espace avait légèrement changé de définition. Les bras de Gregor se referment sur de l'air. 4e seconde. Gregor pivote. Vite pour sa taille, vraiment très vite. Il a des réflexes de compétiteur, il ne se laisse pas surprendre. Il repositionne, re-engage. Cette fois, une tentative plus directe, basse, cherchant le col, le revers imaginaire, le geste musculaire ancré par 15 ans de pratique. 5e seconde. Les doigts de Gregor frôlent l'épaule de Bruce. Le contact dure peut-être 2/10 de seconde. Et dans ces 2/10 de seconde, quelque chose d'étrange se produit que Gregor ne comprendra qu'après coup. Plutôt que de résister, plutôt que de bloquer, l'instinct de tout combattant entraîné face à une saisie, Bruce accompagne le mouvement. Siphon. L'utilise.
Comme l'eau qui ne résiste pas au rocher mais qui le contourne, l'érode, le transforme sans jamais s'y opposer frontalement. 6e seconde. Grégor est en déséquilibre. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas comme dans les films. Il n'y a pas de projection foudroyante, pas de Kiai tonitruant. C'est subtil, presque imperceptible de loin. Mais Grégor le sent dans ses pieds d'abord, cette sensation particulière de perdre le sol, quand la plante des pieds cherche un appui qui n'est plus exactement là où elle l'attendait. Son centre de gravité, ce point invisible autour duquel tout corps humain organise son équilibre, vient d'être déplacé de 3 cm. 3 cm, c'est ridicule, c'est tout. Mais en arts martiaux, 3 cm sur le centre de gravité d'un homme de 115 kg, c'est exactement comme décaler la fondation d'un immeuble. La structure tient encore, mais elle n'est plus vraiment solide. 7e seconde. La frustration arrive. Grégor la sent monter, pas de la panique, pas encore, mais cette démangeaison intérieure de l'homme qui sait ce qu'il fait et qui ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Il rectifie, se replace, cherche à nouveau la saisie. Ses mouvements sont légèrement plus rapides, légèrement moins précis, le signe infaillible que l'impatience a commencé à grignoter la technique. 8e seconde. Bruce est derrière lui. Pas complètement, légèrement décalé, à l'angle mort de l'œil droit de Grégor. Et là, pour la première fois depuis le début des 9 secondes, il pose une main, une seule, paume ouverte, dans le dos de Grégor, juste entre les omoplates. Ce n'est pas une frappe, ce n'est pas une pression forte, c'est un toucher, léger, presque tendre. Le genre de contact qu'on pose sur l'épaule d'un ami pour attirer son attention. Mais à cet endroit précis, à cet instant précis, sur un homme qui a le poids sur l'avant des pieds, les hanches légèrement ouvertes, le dos millimétrique hors de son axe parfait, ce toucher a la valeur d'une démonstration absolue. Grégor comprend instantanément ce qu'il signifie. Si Bruce avait voulu pousser, vraiment pousser, il était à cet instant exactement dans la position pour le faire tomber vers l'avant comme un arbre abattu, avec sa propre énergie, avec son propre poids, avec la propre inertie de son attaque. 9e seconde, le silence. Grégor se retourne lentement. Il y a dans ses yeux quelque chose qu'on ne voit pas souvent sur le visage d'un homme de sa stature, la confusion sincère, pas la colère, pas la blessure d'orgueil, la confusion authentique de quelqu'un qui vient de voir quelque chose qu'il ne comprend pas encore entièrement, mais dont il sait avec certitude qu'il vient de rater quelque chose de fondamental. Autour d'eux, le cercle est silencieux. Pas de cris, pas d'acclamation, juste ce silence lourd, dense, de la salle qui vient de voir quelque chose et qui cherche encore à l'organiser. Bruce Lee ne sourit pas, il ne triomphe pas. Il dit simplement, d'une voix tranquille, « Tu vois ?» 2 mots. « Tu vois ?» Pas « j'ai gagné », pas « tu as perdu ». Une question pédagogique, une invitation. Grégor regarde ses propres mains, puis il regarde Bruce. Et il pose la question que posent toujours les vrais combattants, pas les orgueilleux, les vrais. « Comment tu as fait ça ?» Bruce Lee s'assoit sur le bord de la première rangée. Grégor s'assoit en face de lui. Et pendant les 20 minutes qui suivent, dans cette salle qui peu à peu se vide autour d'eux, quelque chose d'imprévu se produit. Une conversation. Bruce commence par le genou. Il explique, et ses explications sont d'une précision d'ingénieur, que le genou d'un homme debout est le point de contrôle de tout son équilibre. Pas le buste, pas les épaules, le genou. Ton genou indique toujours là où ton poids va aller dans la prochaine demi-seconde. Tout combattant qui sait lire les genoux, c'est exactement ce que tu vas faire avant que tu le fasses toi-même. Grégor écoute. Il penche légèrement la tête en avant. Ce geste involontaire de l'être humain qui s'apprête à recevoir une information nouvelle et importante. Bruce continue. Il parle de l'énergie cinétique. Pas en ces termes académiques, mais avec des images. Quand tu te lances vers quelqu'un, tu portes ton propre poids avec toi. 115 kilos en mouvement,
c'est 115 kilos d'énergie que quelqu'un peut rediriger. Je n'ai pas besoin de générer ma propre force contre toi, je dois juste emprunter la tienne. Il trace avec le doigt sur le sol l'arc de trajectoire, l'angle d'entrée, le point précis où le transfert de poids crée la vulnérabilité maximale. C'est de la physique appliquée, du travail, de l'accélération, des vecteurs de force, expliqués par quelqu'un qui ne cite pas Newton, mais qui a compris Newton mieux que certains physiciens. En judo aussi. Tu fais ça, dit Bruce. Ton uchimata, ton osotogari, tu utilises l'élan de l'adversaire. C'est le même principe. Je fais la même chose, mais sans avoir besoin de te saisir d'abord. Je décale l'axe avant même que tu aies établi le contact. Grégor réfléchit. Puis il dit quelque chose que les témoins présents répéteront. Mais alors pourquoi je ne peux pas te suivre? Tu vas tellement vite? Bruce secoue la tête. Non, je ne vais pas vite, je vais tôt. C'est différent. La rapidité, c'est la vitesse d'exécution d'un mouvement. La précocité, c'est commencer le bon mouvement au bon moment. Si tu commences au bon moment, tu n'as pas besoin d'être rapide. Le mouvement est déjà fini quand l'autre réalise qu'il a commencé. Ce n'est plus de l'art martial, c'est de la philosophie. Et c'est là, dans cette conversation impromptue, sur un bord de chaise du Santa Monica Civic Auditorium, que se révèle ce que cette nuit avait toujours été vraiment. Pas une démonstration de supériorité, une leçon. Pas « je suis meilleur que toi », mais « laisse-moi te montrer ce que tu ne vois pas encore ». Il y a chez Bruce Lee, dans tous les récits de ceux qui l'ont connu, cette même particularité troublante. Il n'aimait pas gagner. Pas de la façon dont la plupart des combattants aiment gagner, avec la satisfaction de l'ego, la validation de la force, le plaisir de la domination. Il aimait comprendre, et il aimait, quand c'était possible, que l'autre comprenne aussi. Ce qu'il avait fait en 9 secondes n'était pas une démonstration de violence contenue. C'était une démonstration de connaissance. Chaque mouvement de ces 9 secondes était une phrase d'un argument. La force brute, même immense, même parfaitement entraînée, a des angles morts que l'intelligence peut toujours traverser. Ce n'est pas un message qui appartient aux arts martiaux. Il appartient à toutes les salles de classe où un enfant de petite taille a été mis en retrait, à tous les entretiens d'embauche où quelqu'un a été écarté avant d'avoir ouvert la bouche, à toutes les tables de négociation où la taille du bilan a été confondue avec la qualité du raisonnement, à tous les moments où l'enveloppe a été jugée à la place du contenu. Grégor se leva ce soir-là différent, pas humilié. Les personnes présentes insistent là-dessus unanimement. Il n'y avait pas de honte sur son visage quand il s'est relevé, pas d'amertume dans sa voix quand il a remercié Bruce. Quelque chose de plus rare s'était produit. Il avait été amené, sans violence, sans raillerie, à la limite exacte de ce qu'il croyait savoir, et avait choisi de regarder au-delà. Dans les mois qui suivirent, les cercles du judo californien commencèrent à entendre des histoires sur un judoka qui avait profondément revu son approche des déplacements de pied, de ce qu'il appelait désormais la lecture du poids adverse. Certains de ses anciens partenaires de pratique remarquèrent qu'il était devenu beaucoup plus difficile à saisir, qu'il anticipait différemment. Il avait appris quelque chose ce soir-là. La leçon qu'il cherchait à donner lui avait été retournée, pas comme une insulte, mais comme un cadeau. Bruce Lee, lui, allait continuer à avancer. 2 ans plus tard, il tournait la Grande Pagode à Hong Kong. 4 ans plus tard, la fureur de vaincre allait transformer définitivement l'image du combattant asiatique dans le cinéma mondial. Cet homme que les studios hollywoodiens avaient refusé pendant des années parce qu'un héros d'action ne pouvait pas être chinois, allait devenir l'une des figures les plus iconiques du XXe siècle. Le muscle sans l'esprit ne gagne pas. C'est une vérité que Bruce Lee portait en lui depuis l'enfance, dans les rues de Hong Kong, depuis les premières humiliations dans les bureaux de casting de Los Angeles, depuis les regards condescendants dans les salles de sport.
Il l'avait transformé en art, en philosophie, en corps. Et parfois dans des salles comme celle du Santa Monica Civic Auditorium, un soir de novembre 1967, il prenait le temps de la partager. 9 secondes pour démontrer. Une vie entière pour comprendre. Cette histoire ne parle pas seulement de Bruce Lee. Elle parle de toutes les fois où quelqu'un a regardé ce que tu représentais en surface. Ta taille, ton origine, ton nom, ton accent, le quartier d'où tu viens, et a décidé que la partie était déjà jouée. Elle parle de la différence entre la force et l'intelligence, entre la puissance et la maîtrise, entre savoir se battre et comprendre pourquoi on se bat. Elle parle du moment où tu choisis de ne pas répondre à la hauteur de ce qu'on attend de toi, la bravade, la colère, la démonstration d'ego, mais à la hauteur de ce que tu es réellement. Parce que la vraie domination, la domination absolue et irréfutable, ce n'est pas mettre quelqu'un à terre, c'est lui montrer, sans violence, qu'il était déjà à terre sans le savoir, et lui tendre la main pour qu'il se relève différent. Si tu es arrivé jusqu'ici, laisse ton like maintenant. Ça prend 2 secondes, et ça m'aide énormément à continuer à créer ces histoires pour toi. Commente 9 secondes pour que je sache que tu as regardé jusqu'au bout. Je réponds à tous les commentaires. Et abonne-toi à la chaîne, active la cloche, parce que les prochaines histoires qui arrivent sont du même calibre. Des moments où la légende a croisé le monde réel, des secondes précises où l'histoire a basculé, des vérités enfouies dans les archives des arts martiaux que personne ne te raconte. Car au fond, cette histoire parle de chacun d'entre nous qui a un jour été regardé de haut et qui a choisi, plutôt que de crier pour être entendu, de parler par ses actes. Comme Bruce Lee, 9 secondes. Une leçon pour toujours.